Bonjour à tous. Alors, on poursuit notre série sur l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, on est venu à la rencontre de Cédric Liechti, syndicaliste. Donc, tu es secrétaire de la CGT Énergie Paris. Oui. Donc, un syndicat très combatif dans toutes les luttes nationales et locales. Tu es aussi militant communiste à l'ANC. Et aujourd'hui, on va parler donc, de vos luttes, des luttes que vous menez dans votre syndicat, et aussi le lien entre la casse d'EDF et l'Union européenne. Comment la politique de l'Union européenne et ses directives cassent en fait toute l'industrie française, et en particulier EDF et le secteur de l'énergie. Alors en 1946, en application du programme du Conseil national de la résistance, le ministre communiste de la production industrielle Marcel Paul nationalise la production d'électricité et de gaz et crée EDF-GDF. Pendant plus de 50 ans, cette entreprise d'excellence constitue un fleuron de l'industrie française, reconnue dans le monde entier pour son savoir-faire, production nucléaire et hydroélectricité, distribution, etc. Par ailleurs, elle répond parfaitement à sa mission de service public, couverture totale du territoire sans logique de profit et prix les moins chers qui soient. En 1990, la directive Transit dicte la libre circulation de l'électricité dans l'Union européenne. S'ensuit tout un processus de privatisation avec des conséquences désastreuses dont on va parler. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée la casse d'EDF ? Alors, comme tu l'as dit justement dans ton introduction, la casse réelle, en fait, factuelle, a commencé en 2004 avec les premières applications des directives européennes voulues par l'UE pour la libéralisation du marché de l'énergie. Donc ça s'est matérialisé avec scinder les deux entreprises EDF-GDF, les séparer. 2006, donc avec l'ouverture des marchés des particuliers à la concurrence, c'est-à-dire la possibilité à des opérateurs privés de rentrer sur le marché de la vente d'électricité et de gaz, et donc à partir de là, saucissonner l'entreprise, c'est-à-dire, à juste titre, tu disais que c'était une parfaite réussite industrielle, sociale, économique et même écologiste. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a scindé la production, le transport, la distribution et la commercialisation, qui était tout ça en une seule unité. On en a fait des pans séparés pour arriver effectivement en fait, à livrer de la part du producteur nationalisé qui était EDF et à l'époque GDF, en les changeant de statut, passant d'EPIC à société anonyme, en privatisant la GRDF devenue GDF Suez, puis Engie, dans les conditions scandaleuses dans lesquelles ça s'est passé. Je renvoie d'ailleurs à l'excellent bouquin de Denis Robert sur effectivement les magouilles entre Sarkozy et certains milliardaires pour acquérir le trésor public qui était Gaz de France, et donc arriver en fait aujourd'hui à une explosion des prix pour les usagers. Je rappelle quand même que la conséquence directe aujourd'hui matérielle factuelle, c'est plus de 100% d'augmentation des prix du gaz pour tous les usagers, plus de 80% d'augmentation des prix de l'électricité, la disparition de toutes les agences de proximité qui recevaient le public en termes de services publics sur l'intégralité du territoire de France métropolitaine, et donc aujourd'hui effectivement un marché avec je sais plus 30 concurrents je crois sur le marché, et donc 13 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique, et notamment sur les 15 dernières années, depuis la privatisation, près de 70 milliards d'euros détournés du service public, de l'investissement dans les réseaux, de la maîtrise du coût de l'énergie, pour être donnés, pillés par les actionnaires privés d'EDF et d'Engie aujourd'hui. Voilà, ça c'est le bilan factuel, alors évidemment avec des réductions d'effectifs, un désengagement sur la sécurité, un désengagement sur le nucléaire, un désengagement sur l'entretien des réseaux, et donc en plus, et ça c'est très important, j'allais oublier, et pourtant c'est très important, c'est-à-dire la fin de l'autonomie et de la souveraineté française sur son parc de production au niveau d'électricité et de gaz, et une dépendance accrue tellement l'outil industriel a été démantelé sur les échanges voulus par l'Union européenne, c'est-à-dire une interconnexion, une dépendance, à l'instar de plein d'autres domaines, d'une production étrangère qui vient alimenter des marchés de l'énergie, la bourse de l'énergie, aujourd'hui mise en place. Et à titre d'exemple, je vais te donner un exemple qui date de la semaine dernière, il y a 10 jours, 15 jours,
jours. C'est-à-dire des prix de l'énergie qui sont non plus dictés en termes de tarifs régulés, mais la disparition progressive des tarifs régulés, notamment du gaz, pour arriver à des tarifs concurrentiels et à un marché spot où en fait ce sont les spéculateurs qui fixent le prix de l'énergie tous les jours. Et toi, l'exemple que je voulais te donner, il y a 15 jours de ça, EDF revendait à zéro, je dis bien zéro, le prix de l'électricité aux concurrents qui vous le revendent en faisant des marges et des profits monstrueux, en dépouillant effectivement des usagers devenus clients qui ne peuvent plus payer leurs factures. Donc ça, c'est une conséquence directe, en rappelant également dans le processus, c'est très important, qu'en fait le prix de production aujourd'hui de l'électricité, notamment nucléaire, puisque c'était le choix du Conseil national de la résistance au sortir de la Seconde Guerre mondiale et du ministre communiste Marcel Paul, en fait c'est un prix qui est extrêmement contenu. Aujourd'hui, on est à peu près à 46 € du mégawattheure, j'allais dire le coût de production. Donc si on le revendait en tarif régulé, c'est ce que vous paieriez. Pour vous te donner un exemple, aujourd'hui on vous le vend, pour vous les usagers devenus consommateurs, 5, 6, 7, 8 fois le prix selon la bourse de l'énergie au jour. Et donc tout ça, c'est les marges. À quoi a servi la privatisation? Simplement à ce que les propriétaires privés, le capital privé puissent faire des marges sur un bien fondamental qui était public, qui maintenant a été mis dans le giron privé et qui permet à des gens qui ne produisent pas, qui ne distribuent pas, mais qui vont simplement piller à EDF sa production, une partie de sa production à prix coûtant pour faire des marges au niveau des usagers. C'est toujours l'exemple que je donne, hein. C'est comme si tu as deux boulangeries dans une rue, tu as une des deux boulangeries avec un boulanger qui produit son pain et une deuxième qui ne produit pas. Et ben, l'Union européenne a imposé à la France, enfin la France s'est laissée imposer par l'Union européenne, ce serait plus juste, le fait que la première boulangerie qui produit son pain en donne 25%, en tout cas on donne à prix coûtant 25% à la deuxième boulangerie qui elle prend une production qu'elle n'a pas faite et revend les baguettes à des usagers en faisant une marge dessus. C'est exactement ce qui se passe dans le secteur de l'énergie. Voilà. Alors justement sur le rôle de l'Union européenne, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément quel rôle elle joue justement dans cette privatisation elle joue le rôle principal. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, on lui a laissé jouer le rôle principal, parce que je rappelle que si on avait des politiques qui œuvraient en conscience pour l'intérêt général du peuple et de la nation, ils refuseraient tout simplement de se plier au diktat européen, et ils sortiraient de l'Union européenne pour effectivement pouvoir, notamment sur cette question-là, mais sur plein d'autres questions, pouvoir gérer dans l'intérêt de la population et de la nation un certain nombre de secteurs. Clairement, pour être clair, l'Union européenne a imposé effectivement la libre circulation de l'énergie, le fait de ce que je t'ai expliqué, le fait de pouvoir démanteler, et c'est même pas nous qui le disons aujourd'hui, par exemple, les anciens PDG que sont Jean-Bernard Lévy ou Proglio ont été entendus à l'Assemblée nationale et expliquent le rôle de l'Union européenne et notamment de l'Allemagne dans ce rôle-là, d'affaiblir absolument, par exemple, le mastodonte qui était EDF et la réussite qui était EDF, pour pouvoir simplement faire entrer des opérateurs privés, faire entrer la concurrence, affaiblir la souveraineté de la France en matière énergétique et donc permettre une libre circulation qui permet simplement à des opérateurs privés de se goinfrer sur le dos des usagers, y compris en organisant des pénuries. Je rappelle que quand même, faut le savoir, quand on était entreprise publique, on était le premier producteur d'Europe d'électricité, c'est-à-dire qu'on était en autosuffisance et qu'on exportait, c'est-à-dire l'opérateur public exportait du kilowattheure ou du mégawattheure sur les pays voisins, etc. Aujourd'hui, on est largement dépendant d'une production parce qu'on a démantelé totalement l'outil de production français. Et par exemple, ça a amené à quoi? L'hiver dernier, rappelez-vous, le gouvernement qui a fait toute une campagne pour demander aux Françaises et aux Français de moins consommer, de se serrer la ceinture parce qu'on risquait un blackout tellement l'outil industriel avait été démantelé, alors qu'avec des investissements publics sur un opérateur public qui n'est pas voué à faire du profit, on pourrait remonter le secteur industriel effectivement de l'énergie, du gaz et de l'électricité et être effectivement notamment sur l'électricité en autosuffisance et y compris pouvoir, pourquoi pas dans une entraide dite internationale, aider les autres pays. On en est dans un truc complètement contraire voulu par l'Union européenne qui consiste tout simplement à affaiblir les États, affaiblir la souveraineté des États, l'intérêt des peuples de ces États-là pour rincer le capital privé européen qui se mette sur le marché, que ce soit lui qui dicte aux États et aux populations, j'allais dire, ses intérêts qui sont totalement contraires aux intérêts de la nation. On regarde des prix, de la sécurité industrielle, de l'autonomie, enfin de l'écologie, tout ce que tu veux. Voilà. J'avais lu, je crois que tu expliquais ça dans un article, je crois, qu'au moment du coup du projet Hercule, donc, qui visait à diviser EDF en plusieurs entités, donc, qui était en 2021, il y a plusieurs parlementaires de l'opposition qui s'étaient opposés à ça.
mais qu'il y avait eu des négociations directement entre l'Union européenne justement et le gouvernement. Je ne sais pas si tu peux Ouais, nous expliquer un peu ce qui s'était passé. En fait, ce qui se passait à l'époque, c'est très clair, c'est que alors déjà le projet Hercule, qui était un projet de démantèlement d'EDF, ça consistait à scinder EDF en plusieurs entités, avec les entités, on va dire, qui économiquement rapportent de l'argent et des entités qui étaient, entre guillemets, qui demandaient de l'investissement. Et pour faire clair, les entités qui rapportaient, on les filait au privé, et les entités où il fallait de l'investissement, on les laissait dans le giron public et pour que les contribuables français le payent et se fassent rançonner une deuxième fois avec la double peine après par les opérateurs privés. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. Et donc à l'époque, en fait, ce qui est dramatique, c'est que des parlementaires, y compris de droite, étaient montés au créneau parce qu'en fait, les négociations sur le démantèlement de notre outil industriel français se passaient à Bruxelles entre un ou deux représentants du gouvernement et des conseillers obscurs ou des technocrates obscurs de l'Union européenne, et que ça échappait d'une part au Parlement européen, qui n'avait même pas son mot à dire là-dessus, mais encore plus grave, au Parlement français et à la représentation nationale, qui n'était même pas au courant de la teneur des négociations. Et si vous vous rappelez à l'époque les extraits qui ont pu être passés sur les questions à l'Assemblée du mardi et du mercredi, les députés sommaient le gouvernement de faire acte de transparence pour expliquer tout simplement la nature des échanges qu'ils avaient, quelle feuille de route ils avaient, quel mandat ils avaient, et surtout sur quelle légitimité démocratique ils s'exprimaient, vu que c'était des choses en off, totalement secrètes, qui échappaient à tout. Donc c'est uniquement le rapport de force à ce moment-là qui a été mis en place alors, exclusivement par la CGT qui a organisé ça au niveau de la branche de la mine énergie, avec un mouvement qui a duré plus de 2 ans, alors effectivement, et qui a abouti suite à une manifestation monstre effectivement à Paris, au fait que Emmanuel Macron soit contraint et forcé en plein été d'annoncer le retrait du projet Hercule, retrait qui d'ailleurs depuis ils essayent de le reconstruire de façon différente, c'est-à-dire qu'on les a sortis par la porte et ils essaient de rentrer par la fenêtre. Mais donc ça prouvait, y compris sur la forme, la totale opacité et le fait que l'Union européenne organise au fait aujourd'hui et à tous les niveaux en fait des décisions qui échappent effectivement à la souveraineté des peuples, au regard des peuples et tout simplement à la démocratie. Ça a échappé aux députés et a fortiori aux citoyens, exactement, aux citoyens français. Exactement. Quel est le rôle de la Quel est le rôle de la Confédération européenne des syndicats, donc la CES, dont fait partie la CGT malheureusement, dans toute cette affaire? Déjà, son rôle, je dirais que c'est un rôle d'accompagnement, il faut être clair. Alors nous, c'est notre vision. Je sais que ce n'est pas forcément partout partagé dans la CGT. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est d'abord? Oui, c'est la Confédération européenne des syndicats, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a la CGT est un syndicat et on a donc des organisations européennes et mondiales dans lesquelles on est adhérent ou on s'inscrit. Clairement, la Commission européenne des syndicats, c'est une organisation européenne qui est financée par l'Union européenne et dont la CGT a adhéré, alors je crois que c'était dans les années 90, ouais, voilà, c'est ça, fin des années 90, où elle a quitté la Fédération syndicale mondiale, qui est, on va dire, d'obédience marxiste, communiste, etc., pour rentrer dans des critères plus eurocompatibles, qui est la CES. Alors aujourd'hui, clairement, la CES, dans ce rôle-là, par exemple, sur Hercule, à aucun moment, par exemple, la CES ne s'est positionnée ou n'a aidé à la construction du rapport de force, y compris avec ce qu'on peut attendre effectivement d'une fédération européenne, par exemple coordonner les luttes au niveau par exemple européen des différents secteurs de l'énergie dans les différents pays d'Europe. Et qu'on ne nous dise pas que le problème était qu'en France, puisque, je te donne un exemple, on a vu qu'il y a eu dans ces périodes-là des manifestations monstres, notamment au Portugal et en Espagne, sur la flambée des prix de l'électricité, ce qui aboutit d'ailleurs à imposer aux États espagnols et portugais de se retirer même provisoirement, du marché européen de l'énergie, ce qui a eu comme conséquence directe, immédiate, la baisse de 6 ou 7 fois du prix de l'électricité pour ces pays-là. Donc ça veut dire que là, une volonté sous mobilisation populaire, on a vu que par une mesure politique qui était issue d'une lutte, ils ont retiré, que ça a été immédiatement traduit par l'intérêt pour les usagers avec une baisse, parce qu'effectivement on sortait d'un système spéculatif et qu'on redonnait le pouvoir effectivement souverain aux pays de leur distribution d'électricité pour leurs citoyens. Voilà. Donc clairement, la CES, comme d'ailleurs de notre point de vue, tous les dossiers structurants, est une courroie de transmission de l'Union européenne. Alors les défenseurs, entre guillemets, y compris au sein de la CGT, c'est de dire aussi, c'est bien qu'on y soit parce qu'on tire à gauche la CES. C'est un peu comme ceux qui nous disent on va réformer l'Europe de l'intérieur. À partir du moment où la structure elle est mise en place et elle est faite pour aider le capital, vous ne la réformerez pas, il faut la détruire ou en sortir et en reconstruire une autre. Voilà, c'est c'est notre position. En tout cas, si ça change, le capital la détruira lui-même. Exactement, exactement. Et le capital s'en débarrassera.
Et sachant que je reprécise qu'elle est financée essentiellement par l'Union européenne. Et d'ailleurs, juste petite aparté sur la CES, il faut savoir que par exemple, ils ont un programme à la CES de formation des cadres syndicaux de la CES. Quand vous le lisez et que vous le regardez, c'est un programme de droite de reclassement qui permet en fait des déroulements de carrière syndicaux pour après aller offrir ses services dans des banques, dans des choses. Donc c'est vraiment eurocompatible et j'allais dire totalement à l'opposé de l'histoire et de la nature même de ce qu'est la CGT, et qui par contre convient parfaitement à des syndicats de type la CFDT, qui d'ailleurs avait poussé pour que la CGT intègre à l'époque cette organisation-là. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des dernières luttes que vous avez menées dans le secteur de l'énergie? Tu as parlé notamment dans le cadre du projet Hercule, mais je sais qu'il y en a eu d'autres. Et notamment, vous avez été victime d'une répression très importante. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Et les dernières victoires aussi? Oui, alors en fait, nous, dans l'énergie, mais comme dans d'autres secteurs, mais c'est vrai que c'était très prégnant dans l'énergie, en fait, depuis Hercule, c'est-à-dire depuis 2019, en gros, parce que c'est le début, on n'a pas arrêté jusqu'à, je dirais l'année dernière, jusqu'à 2023, d'être dans des luttes quasiment constantes. Pourquoi? Parce que les attaques étant très fortes, on a lutté contre le projet Hercule, c'est enchaîné des grèves historiques sur les salaires dans nos entreprises, au vu effectivement de l'inflation liée y compris à la guerre que l'OTAN mène et à organiser entre l'Ukraine et la Russie, la problématique des matières premières, la flambée des prix, enfin l'inflation, tout ce que connaissent les Françaises et les Français aujourd'hui. Donc des luttes gagnantes fin 2022 sur les salaires, avec l'obtention dans l'écrasante majorité des entreprises des industries électriques et gazières ex-EDF, GDF, d'une augmentation de 200 € de salaire mensuel pour l'intégralité ou la quasi-intégralité des électriciens gaziers, donc des luttes gagnantes et très, très dures. Et on a enchaîné du coup avec la lutte contre les retraites, où l'énergie effectivement a été un des secteurs en pointe, avec y compris, et c'est ce que j'avais déjà expliqué, je le redis, le choix à grande échelle nationale, d'une forme de lutte, je dirais, radicale, c'est-à-dire de reprise en main de l'outil de travail par les ouvriers du secteur de l'énergie, y compris par rapport à tout ce que j'ai expliqué depuis le début, en disant on va prendre les commandes de l'outil de production, ce qui a amené à, par exemple, le passage en heure creuse de quartiers entiers, la gratuité, l'effacement des enregistrements sur les compteurs Linky, et également des coupures ciblées sur les points, en fait, de pouvoir ou qui étaient considérés comme tels, pour faire pression sur le gouvernement, et ce qui a valu effectivement de part, parce qu'il faut quand même honnête, la défaite sur ce combat-là, puisque la contre-réforme est passée via le 49.3 une fois de plus, qui a abouti effectivement à une répression extrêmement forte, sévère et violente envers des centaines, il y a 1000 militants aujourd'hui qui sont poursuivis, donc ont soit été élevés chez eux devant leur famille avec garde à vue, tribunal, allant jusqu'à la convocation donc en septembre 2023 du premier responsable de notre fédération, Sébastien Mespillet, ce qui était déjà historique, effectivement, dans le cadre non pas parce qu'il a participé à des coupures, mais parce qu'en tant que responsable politique d'une organisation qui a organisé une lutte insurrectionnelle qu'il fallait absolument mater pour éviter de donner cet exemple-là à d'autres secteurs et que ça fasse boule de neige. Donc effectivement, voilà un peu aujourd'hui le bilan, mais ça veut dire qu'effectivement, justement, nous on pense que c'est la voie à suivre, c'est-à-dire que, et on pense aussi, il faut le dire également, que la défaite sur les retraites et la répression qui a lieu aujourd'hui, même si il n'y a pas que ça qui est en jeu, évidemment, il y a la volonté du gouvernement, c'est aussi le fait qu'à l'époque, puisque c'était en pleine époque de congrès confédéral, je le rappelle quand même, à la CGT, la décision d'un moment de changer de braquet et d'arrêter de suivre l'intersyndicale pour accélérer le mouvement, etc., n'a porté que sur quelques fédérations. La Confédération ne s'étant pas positionnée clairement sur vraiment articuler une grève générale, en tout cas l'essayer d'y arriver. Ce qui fait que c'était plus facile aussi pour le pouvoir derrière de viser les secteurs qui étaient le plus en pointe et d'essayer de les mater. Donc voilà, il y a aussi cette... en tout cas, nous, c'est l'analyse qu'on en fait, même si évidemment la première des responsabilités incombe au camp d'en face, au capital et aux macronistes de mater ces mouvements-là. Donc voilà un petit peu le bilan qu'on peut faire de ces luttes dans l'énergie. Il n'y a pas eu que l'énergie évidemment, mais et puis de noter quand même aussi le point positif, c'est qu'en fait si on regarde bien sur les 4 dernières années, on a eu des mouvements extrêmement puissants, notamment sur la retraite à points qui avait eu lieu 2 ans avant, qui là pour le coup avait
avait abouti au retrait pur et simple du projet, donc qui était plutôt une victoire importante, avec des secteurs, soit des transports, soit de l'énergie, soit de la chimie, etc., avec des mouvements historiques très forts, reconduits, et avec une reprise en main par la classe ouvrière de son outil de travail, ou en tout cas oui, de la gestion de son outil de travail. Donc c'est effectivement en cela qu'il faut s'appuyer là-dessus, l'analyser et essayer de reconstruire par rapport à ces différents exemples qui ont été quand même salutaires de notre point de vue. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est dans votre lutte pour les salaires fin 2022, où justement c'était une lutte offensive. Ouais. C'était pas une réponse à une réforme du Exactement. gouvernement, mais c'est vous qui avez décidé de vous lancer dans cette bataille pour l'augmentation des salaires. Ouais. Donc, comme vous disiez, vous avez gagné 200 € en moyenne Ouais. pour chaque salarié sur une lutte vraiment offensive et où vous avez repris le contrôle de l'entreprise. Bah, nous, ce qu'on pense aujourd'hui, et tu as tout à fait raison de le noter, c'est ce qu'on avait déjà expliqué, c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, le vrai problème qu'on a stratégique, mais qui est lié, la stratégie découle du positionnement politique, c'est qu'en fait, on a parfaitement identifié, ou alors il faut être complètement aveugle et vivre sur Mars pour ne pas comprendre aujourd'hui que le capital va continuer à essayer de nous écraser, y compris par la force, y compris de façon de plus en plus violente, et va essayer de démanteler tout ce qui est services publics, droits sociaux, droits du travail. Et donc, soit il y a deux stratégies, on attend à chaque fois qu'ils nous attaquent, qu'ils nous mordent pour répondre, et à ce moment-là, on sera sur des luttes défensives, on va perdre, obligatoirement. Soit on est suffisamment intelligent dans notre classe sociale pour s'organiser, on a encore des outils pour s'organiser, la CGT en est un, il y en a d'autres, pour s'organiser. Et comme tu le disais à juste titre, organiser des luttes offensives, c'est-à-dire sur les cahiers revendicatifs ou les aspirations des ouvriers de notre classe sociale, les articuler, les mettre en avant et ne pas attendre que le capital. Et justement, c'est ce qu'on expliquait, la force de ces luttes offensives, c'est qu'elles sont beaucoup plus puissantes qu'une lutte défensive, elles donnent des perspectives politiques immenses, parce que quand vous les gagnez derrière, effectivement, il y a des choses. La preuve, c'est qu'on était en capacité, nous, dans l'énergie, à enchaîner un mouvement historique de 8 semaines sur les salaires et d'enchaîner un mouvement historique sur les retraites, ce qui était du jamais vu. Pourquoi ? Parce que le premier mouvement sur les salaires était offensif. Et donc, les copains avaient envie d'en découdre parce qu'ils avaient d'autres espoirs. Et nous, ce qu'on peut regretter, et je le dis aussi, c'est qu'en fait, le positionnement de rester avec l'intersyndicale est un positionnement purement défensif. Et donc, je pense qu'il y aurait eu plein de choses à faire valoir dans le mouvement des retraites, y compris que le rapport de force qu'on avait notamment au début du mouvement, qu'aurait nécessité, par exemple, un cahier revendicatif offensif de la CGT. Et ce qu'on dit, nous, par exemple, exiger l'élargissement des régimes dits spéciaux à l'intégralité de la population, qui d'ailleurs était le vœu premier du CNR. Je rappelle que quand il y a eu les régimes dits spéciaux qui ont été mis, c'est que le patronat avait déjà attaqué en disant qu'il ne faut surtout pas les étendre, mais que la volonté au départ, c'était évidemment que les régimes les plus protecteurs soient élargis à l'intégralité de la population. Et comme on avait les outils, y compris pour expliquer ce qui se passait dans le financement des retraites, l'évasion fiscale, le CICE, et que si on reprenait tout cet argent-là, on aurait dû aboutir à des cahiers revendicatifs offensif, ce qui aurait dû nous amener à une stratégie beaucoup plus offensive au niveau de la Confédération, et donc de mettre les moyens, c'est-à-dire clairement bloquer l'outil de production dans le pays en mettant des grèves massives, pour arriver non pas seulement au retrait de la contre-réforme, qui est effectivement le préalable, mais y compris à acter une augmentation et une amélioration des conditions de la retraite par répartition en France, qui était tout à fait jouable et faisable, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y avait pas le rapport de force en 2023, ce qui n'a pas été fait et ce qui a abouti à un échec politique sur cette bataille-là. Quelles sont vos revendications nationales au niveau dans le secteur de l'énergie ? Et est-ce que c'est compatible avec l'Union européenne et le cadre? Alors je vais répondre par la deuxième, c'est beaucoup plus simple. C'est effectivement totalement incompatible. La personne aujourd'hui qui me dirait je suis d'accord avec la revendication de nationalisation, de remettre, je vais prendre un seul exemple, le fait de remettre par exemple deux sociétés en dehors du marché de l'énergie est contraire aux lois européennes, enfin est contraire aux directives européennes. Donc si par exemple aujourd'hui, vous dites aux Françaises et aux Français, j'ai la solution politique pour descendre vos factures de 7 ou 8 fois et de remettre une autonomie industrielle, une autosuffisance électrique, de production électrique en France, il faut effectivement nationaliser sous contrôle du peuple et de la nation et non pas étatiser, effectivement avec des leviers démocratiques, les entreprises de l'énergie. Sortir du marché, ce qui nous permet de produire à 46 € et vous de revendre à 46 €, ce qui descendrait vos factures de 6 ou 7 fois. Ça, l'Union européenne mettra son veto. Elle vous l'interdira. Elle vous dira que vous êtes en dehors. Donc, si vous restez dans le giron européen, vous pourrez toujours faire valoir votre point de vue. Ils vous diront, vous êtes en dehors des clous, des règles de l'Union européenne, donc fair button. Non. Donc, si vous voulez le faire, la solution, c'est, puisque je veux arriver à ça,
un des leviers pour y arriver est forcément de sortir de l'Union européenne pour pouvoir mettre en place cette politique-là et pour pouvoir après, effectivement, irriguer dans l'intérêt de la population ces réformes-là. Mais ça nécessite obligatoirement la sortie de l'Union européenne. Voilà. Sur la lutte contre la réforme des retraites, qui elle aussi était dictée par l'Union européenne, ouais. Parce qu'on sait qu'il y a des directives, qu'il y a des pays comme en Grèce où la retraite est à 67 ans aujourd'hui. Tu en as un peu parlé, mais quel est le bilan que tu en tires? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment doit-on s'organiser la prochaine fois? Enfin, en tout cas, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu en penses? Alors, déjà, effectivement, je l'ai un peu dit, mais je vais le synthétiser, même si des fois, il y a des mécanismes un petit peu plus complexes. Mais globalement, pour nous, ce qui n'a pas marché, c'est d'une part, alors même si au départ, on peut le comprendre, vous arrivez à avoir une intersyndicale, y compris avec des syndicats réformistes, ça peut faire un appel d'air, ok, il n'y a pas de souci au départ, mais une fois que vous voyez que le rapport de force est là et que vous savez, par exemple, qu'un syndicat comme la CFDT au niveau national va faire en sorte que le mouvement échoue, en tout cas de ne pas l'accélérer ou de ne pas changer de braquet, y compris avec un rapport de force historique, ça veut dire qu'on a une responsabilité, nous, la CGT, importante dans l'échec, et en tout cas, ça, c'est une partie de l'échec. Le fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, de ne pas profiter, de dire, écoutez, il y a des problèmes, on va sur une lutte offensive, voilà ce que le but, c'est d'arrêter cette contre-réforme et d'aller tendre par exemple vers cet objectif-là, comme d'ailleurs par exemple la revendication du SMIC par exemple à 2 000 €. Voilà, ça ne se fera pas simplement en faisant des manifs toutes les 3 semaines. Il faudra effectivement contraindre le capital à y accéder. Si on veut le contraindre, c'est pas avec ces formules-là, même si elles peuvent être utiles au départ. À un moment, il y a un changement de braquet à avoir. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça peut échouer, parce que peut-être que même si on fait ça, peut-être qu'on aurait échoué. Moi, je ne suis pas devin. Sauf qu'aujourd'hui, où on en est, on a donc effectivement une contre-réforme qui est passée par 49.3, donc qui n'a aucune légitimité démocratique. On pourrait s'appuyer là-dessus pour, non pas peut-être pas repartir tout de suite, parce qu'effectivement il y a une fatigue, une lassitude, il faut recharger, mais en tout cas offrir des perspectives, reconstruire des carrières revendicatives, se déployer dans les différentes fédérations, les différents secteurs, et par exemple dire, ben voilà, notre feuille de route c'est celle-là. Qu'est-ce qui est articulé aujourd'hui sur la retraite au niveau cégétiste, confédéral? C'est comme si c'était plié. Même si on dit de ce dossier-là, on est contre. Qu'est-ce qu'on organise concrètement? Rien. Et moi, je pose simplement une question. Regardez, par exemple, combien de manifestations à l'échelle confédérale ont été organisées depuis septembre 2023 jusqu'à présent. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que, par exemple, sur les salaires, la question salaire-retraite, il y en a eu une. Donc, c'est pas ça qui va faire changer les choses. Quelle stratégie déjà, pour faire une stratégie, il faut peut-être tirer un bilan de ce qui s'est passé. Moi, à ma connaissance, le bilan stratégique de 2023 n'a pas été tiré, ou en tout cas n'a pas été partagé suffisamment dans les structures de la CGT. Et aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place, qu'on fasse une vraie stratégie pour reconstruire, même prendre le temps qu'il faut, mais au moins une stratégie. On n'en a pas de stratégie pour l'instant. Et on est reparti dans des réactions au coup par coup, et c'est ce que je t'expliquais un peu en off au départ. Certes, de façon, j'allais dire, peut-être plus claire, plus brillante, par Sophie Binet, qui est qui incarne aujourd'hui la nouvelle équipe à la Confédération, mais dans les faits concrets, si je suis pragmatique et que je regarde ce qui se passe, est-ce qu'on organise vraiment de façon offensive en essayant d'aller faire le tour, de voir les points communs qu'il y a dans les différents secteurs et de voir comment on peut achoper un cahier revendicatif national et de l'articuler? Ce travail-là, il n'est pas fait. Clairement, il n'est pas fait. Donc aujourd'hui, je pense que c'est en tout cas sur ce genre de stratégie qu'il faudrait s'atteler, en s'appuyant sur quand même une mobilisation qui a été immense, et surtout, encore une fois, je le rappelle, sur une application qui a dû, y compris se passer d'un Parlement qui était soi-disant aux ordres de Renaissance et de Macron, où il n'a même pas pu se permettre de passer ça au vote parce qu'il y avait un risque terrible que ce soit rejeté. Donc en fait, lui est sur un des sables mouvants, et nous on ne l'aide pas à tomber, c'est quand même dommage. Donc je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on mette en place, et on ne le fait pas. Du coup, pour notre dernière question, je voulais parler de l'ouvrage qui a été élaboré par Unité CGT. Oui. De quelle CGT avons-nous besoin? Avec une préface d'Olivier Matteux. Toi, avec la CGT Énergie Paris notamment, vous avez soutenu cette démarche oui. Et le programme qui s'y trouve. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est un peu dans le prolongement de la question précédente, mais plus généralement, est-ce que tu peux nous dire pour vous quel est le rôle que devrait avoir la CGT, quelle est la stratégie plus générale qui devrait être mise en place pour justement être à la hauteur des enjeux de la période actuelle et comme tu l'as rappelé, ce qu'on voit avec l'offensive massive de l'Union européenne, des gouvernements à son service et au service du capital,
On sait que la réponse du monde du travail, elle doit être massive. Exactement. Donc, quelle stratégie faudrait déployer? Il y a une partie de la réponse qui est dans ta question, c'est-à-dire que, alors moi déjà je vais partir de là. Oui, nous on était partie prenante totalement de ce programme-là, qui nous paraissait totalement salutaire dans la période, et on aspirait de toute façon à un changement de gouvernance, non pas sur les noms, parce que ça a finalement peu d'importance, mais en tout cas sur la ligne politique stratégique, y compris par rapport à la violence qui nous est opposée en face, parce qu'effectivement, nous c'est notre avis aussi, le capital étant de plus en plus déconnecté des volontés populaires et des aspirations réelles de la classe ouvrière ou de la population plus généralement, il va être de plus en plus féroce, il est de plus en plus violent. Et on le voit à travers ce qui se passe avec actuellement, la fascisation. Voilà, ils sont sur moi, je l'interprète comme ça. Si on fait un peu d'histoire, ils sont clairement sur le positionnement au moment du Front populaire, où effectivement le capital a dit plutôt Hitler que le Front populaire. Bon, ils sont sur dire s'il faut faire passer le fascisme plutôt que de risquer de remettre en cause le système capitaliste, on fera passer le fascisme, qu'il l'entretiendra comme il l'a toujours fait. Donc ça veut dire que ça nécessite un positionnement, une réponse un peu différente, et en tout cas de se poser les bonnes questions. Et donc par rapport à ça, nous ce qu'on pense, c'est qu'effectivement une CGT, déjà tirer les bilans, c'est-à-dire avoir des analyses de classe qui répondent effectivement à la réelle volonté des peuples en matière effectivement de droit du travail, d'émancipation, etc. C'est-à-dire tant sur le plan interne national que sur le plan international. Et là, pour le coup, déjà, on a des analyses qui sont complètement divergentes. Il suffit de voir les postures de partis politiques dites gauche sur le conflit russo-ukrainien ou même la position du secteur international de la CGT. Moi, par exemple, que des partis de gauche votent les pleins pouvoirs à l'armement et à l'armement de l'OTAN, parce que c'est quand même ça. C'est une sorte d'union sacrée. Exactement, union sacrée. 14, quoi qu'on pense de Poutine, parce que le problème aujourd'hui, c'est que le débat est devenu tellement caricatural que si, par exemple, vous expliquez qu'il y a quand même les causes qui ont été montées par l'OTAN et qu'il y a une guerre par procuration des États-Unis sur le sol ukrainien en Europe, dans cette guerre-là, on considère que vous idolâtrez Poutine. Moi, Poutine, par exemple, moi qui suis communiste, s'est positionné contre le communisme, donc c'est pas un ami politique, Poutine. Simplement, il y a aussi une analyse à avoir froide, un peu de classe, tout simplement, de ce qui se passe dans ces conflits-là et en Europe. Et par exemple, sur la politique internationale, on a des divergences. Sur la politique nationale aujourd'hui de la CGT, ce qu'on demande, nous, justement, c'est de revenir à des fondamentaux, à la charte d'Amiens. Alors, c'est pas que des mots, c'est comment on articule dans la lutte, et on en a donné des exemples au cours de cette interview, concrètement, par exemple, des luttes qui vont aboutir à des avancées sociales. Parce que moi, par exemple, c'est ce que je dis, je suis 50 ans, presque 50 ans aujourd'hui, je suis issu d'une génération qui n'a pas connu de victoire, de conquête sociale à l'échelle nationale. On a connu des victoires syndicales, on en parlait tout à l'heure, par exemple le CPE en 2006, on a fait retirer un projet, mais on n'a pas obtenu des choses supplémentaires par la lutte. Et donc si on ne montre pas, par exemple, l'utilité d'un outil fabuleux comme la CGT, en étant unis, en se fédérant, en se confédérant sur des bases, évidemment, absolument claires de classe et de masse, c'est-à-dire qui s'opposent radicalement au système capitaliste aussi, donc ça veut dire en sortir, reconstruire autre chose. Alors après on peut toujours débattre des moyens comme on fait, ça oui effectivement, mais en tout cas si on ne se pose pas ça comme stratégie aujourd'hui, y compris dans l'articulation des luttes à la CGT, et c'est pour ça que je dis de quelle CGT on a besoin, je le disais déjà, d'une CGT qui se donne les moyens en tout cas d'essayer, parce qu'effectivement la finalité on ne la connaît jamais, mais d'essayer d'organiser une lutte offensive et qui va donc s'opposer frontalement au capital, à l'Union européenne, parce qu'il faut bien analyser les choses, et y compris s'atteler avec des structures qui correspondent à ce projet-là. Alors après, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que je pense que ce projet-là n'est pas partagé, il faut être honnête, par tous les militants ou tous les syndiqués de la CGT. Après, la question de savoir, c'est, par exemple, ce positionnement-là, il représente quoi et qui dans la CGT aujourd'hui? Nous, on pense qu'il a sa place. La preuve, c'est qu'on a quand même eu un congrès confédéral pour la première fois, c'est historique, où le bilan d'activité de l'équipe sortante a été désavoué. Et ça, c'est historique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des congressistes qui ont dit ce que la CGT a mis en place durant les 4 dernières années, ça ne nous va pas. Donc le message, ça devrait être quoi aujourd'hui? On devrait au moins s'atteler à une construction qui correspond à ce vote-là et donc qui est complètement en rupture avec ce qui se passe avant. Est-ce qu'aujourd'hui, objectivement, la politique de la CGT est en rupture au niveau confédéral avec ce qui s'est passé avant? Non.
qu'il y ait des évolutions, des petits aménagements à la marge. Oui, c'est vrai, il ne faut pas le nier. Mais on n'est pas en rupture. La preuve, avec tout ce que je disais, il n'y a pas de construction de force, de masse, de volonté de construire un rapport de force durable, fort. Et je pense qu'en plus, y compris avec une montée du fascisme, ça serait salutaire. Parce que si aujourd'hui, vous arrivez, grâce notamment à un outil fabuleux comme la CGT, et je dis un outil fabuleux parce que c'est toujours un outil, à mon avis, qui est fondamental pour la classe ouvrière et défendre ses droits aujourd'hui. Si vous arrivez, par exemple, à une lutte gagnante offensive qui amène, par exemple, demain à une augmentation générale des salaires en France, à la mise en place, par exemple, de l'échelle mobile des salaires en France, et que vous faites ça dans ce contexte-là, mais imaginez les perspectives politiques que vous offrez à la classe ouvrière française, y compris en opposition au fascisme galopant et au capitalisme. Donc on a une responsabilité, y compris historique, là-dedans. Alors, encore une fois, on verra si on y arrive, mais au moins donnons-nous les moyens de le faire. Et c'est de cette CGT-là qu'on a besoin. Et c'est cette CGT-là, à mon sens, que l'on doit et qu'on a un devoir impératif au regard des générations futures de construire et de mettre en place. Merci beaucoup, Cédric. Donc, je conseille à tout le monde ce livre, donc, de quelle CGT avons-nous besoin, justement, où il est expliqué ce programme de rupture avec la ligne réformiste, on va dire, de la CGT. Donc, n'hésitez pas à le lire, à le partager, pour pouvoir faire monter toutes ces idées au sein de la CGT et même dans les autres syndicats. Merci encore et merci à à bientôt. toi. À bientôt.